Le système tremble. Jamais depuis l'existence de TVL, le pouvoir n'a été autant placé face à ses propres échecs. Économique, celui qu'on qualifiait de prodige, de Mozart de la finance, a creusé la dette de plus de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Sécuritaire, Enzo, Thomas, Lola et combien d'autres ont péri sur l'autel de l'injustice et du laxisme d'État. Géopolitique, ils veulent à présent envoyer nos soldats à la guerre face à une autre puissance nucléaire qui ne nous menace pas. Ils ont conduit la France au désastre. Et pourtant, les médias du système, dont vous assurez la survie financière malgré vous, pointent du doigt non pas cette élite toxique au pouvoir, mais le danger des extrêmes, comme ils disent. Ils obéissent aux ordres, ils vous intoxiquent, ils vous désarment. Sur TV Liberté, nous ne recevons de consignes de personne et nous n'en donnons à personne. Sur TV Liberté, nous vous livrons les clés et vous décidez. Mais pour vivre, TV Liberté doit compter sur votre soutien financier. Pas d'oligarques, pas de subventions, nous ne piquons pas dans votre porte-monnaie comme le service public le fait. C'est vous qui jugez de notre utilité avec votre don. Vous êtes la seule garantie de notre survie, alors je compte sur vous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Et bonjour à notre invité cette semaine, Bonjour. Bernard Monod. Bernard Monod, vous êtes économiste politique, vous êtes également vice-président du Cercle national des économistes, vous avez été député européen, vous êtes passé chez Natixis, Alliance, HSBC avant de rejoindre une grande institution financière française. En 2008, votre dernier ouvrage, L'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute, édité chez Muller Éditions. Et avant de commencer notre entretien, je ne peux que vous inciter à cliquer sur ce fameux pouce en l'air, à nous laisser vos commentaires et à partager un maximum cet entretien pour un meilleur référencement sur Internet. Je laisse la parole pour la première question à notre ami Olivier qui est de retour. Mon cher Bernard, ça ne vous a pas échappé. Les législatives sont en train d'effacer les européennes. Or, il est important pour nos téléspectateurs, je crois, qu'ils aient quand même quelques éclairages sur la suite de ce qui va se passer au sein de l'Europe. Et notamment, avec 31,4% des voix, est-ce que l'équipe du Rassemblement national va pouvoir changer quelque chose à cette Europe qui ne fait pas l'unanimité des peuples, c'est le moins qu'on puisse dire? Absolument pas, ni eux, ni personne d'ailleurs. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est la Commission européenne qui a les pleins pouvoirs. Pouvoir législatif, le monopole législatif, plus les missions d'exécution donc des directives qui sont prises. Et il n'y a pas de possibilité pour le Parlement européen d'avoir un veto contre des éventuelles directives qui ne seraient pas favorables aux États. Donc tout ça, c'est un vaste leurre, c'est un grand bluff. On a appelé tous les gens à aller voter parce que ça crée un émoi général. Sauf que techniquement, il ne se passe rien. Voire même l'inverse, puisque le PPE, qui est le groupe dans lequel figurent les LR, a pris 14 sièges supplémentaires et que, comme ils sont toujours majoritaires, eh bien, ils vont probablement voter pour le prochain président de la Commission européenne, qui apparemment serait encore Ursula von der Leyen, la vraie patronne de la France. Voilà qui est réjouissant. Voilà. Mais quand même... Mais il y a pire. Alors, vous nous dites, la Commission fait les lois et les exécute. Mais enfin, que je sache, ce n'est pas l'exécutif. L'exécutif, il est théoriquement représenté par l'ensemble des pouvoirs des 27. Non, ça c'est la théorie. Effectivement, il y a un Conseil européen avec les chefs d'État, les 27 chefs d'État. Mais aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui a le monopole d'initiative législative.
Et comme le Parlement n'a aucun pouvoir, même de faire un veto, donc c'est une simple chambre d'enregistrement. Donc même s'il y avait eu 51% de nationaux dans les 27 pays, il n'y a pas que la France, oui, bien sûr. C'est un imbroglio quand même, eh bien ça n'aurait rien changé parce que de toute façon la Commission européenne aurait imposé son candidat, donc en l'occurrence Ursula von der Leyen, mais je vois quand même poindre aussi Mario Draghi qui a des ambitions, des velléités, parce que le calendrier, l'agenda caché dont personne ne nous parle, y compris les candidats qui se sont présentés, eh bien, c'est de construire une fédération européenne. C'est le vieux rêve d'il y a 70 ans, en fait, des États-Unis d'Europe, incité par les États-Unis, enfin l'administration américaine. Et donc, je pense que d'ici fin d'année, début 2025, le Conseil européen va se réunir en convention et les 27 chefs d'État à l'unanimité ou même en majorité qualifiée, oui. même par exemple si Orban n'était pas d'accord, ils lui en demanderont, ils l'ont déjà fait il y a 6 mois avec les 50 milliards pour l'Ukraine. Ils ont fait gentiment sortir Orban, donc le président de Hongrie, et puis ils ont voté sans lui. Voilà. Donc c'est a priori ça qui va se passer, Fédération européenne, ce qui veut dire que c'est la fin de la France. C'est la fin juridique de la France. Et ça, c'était le véritable enjeu politique des européennes 2024. Et malheureusement, très peu de personnes en ont parlé. On reviendra sur ce sujet du fédéralisme européen, Bernard Monod, avec vous. Donc, dans la foulée des résultats de ces élections européennes, le président Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Certains parlent d'aveu d'échec, de décision gaulienne, d'un piège tendu au Rassemblement national dans le cas où il arriverait à Matignon. En tout cas, si Jordan Bardella y arrivait, certains pensent que dans ce contexte, le président Macron reste le maître de l'agenda, le maître des horloges, comme on a pu l'entendre. Comment interprétez-vous cette décision de dissoudre ? Je pense que comme il est très retors, voire machiavélique, je pense que, et puis qu'il a aussi été poussé par un de nos gros créanciers sur la dette publique, qui est BlackRock, qui était là la semaine précédente, le 9 juin, qui était à Paris, et qui a probablement recommandé à Macron... ou Jean-François Cirelli ? Larry Fink, le président monde de BlackRock, qui est un de nos créanciers les plus importants, et qui, je crois, même figure dans le conseil d'administration de l'agence France Trésor. Donc, il surveille ses investissements depuis des années et bien entendu il est très attentif sur les décisions politiques qui sont prises. Donc pas d'aveu d'échec ni de décision gaulienne, mais est-ce que selon vous Emmanuel Macron a dans l'intention réelle de piéger le RN s'il avait une majorité absolue le soir du 7 juillet. Oui, c'est ça. Je pense qu'il va tenter le pari, en fait, récupérer la majorité absolue, ce qui pourrait arriver, puisque à certaines dissolutions, il y a déjà eu des revirements comme ça de majorité. Je pense qu'il tente ça, mais dans le cas où ça ne marcherait pas, eh bien à ce moment-là, c'est le RN. Alors, vous dites Bardella, mais moi je pense que c'est plutôt Marine Le Pen qui est présidente du groupe RN, donc à l'Assemblée nationale. C'est plutôt elle qui a le poids politique à l'Assemblée nationale. Et donc, à ce moment-là, après, il y a une constitution de gouvernement, mais je pense que ce sera un gouvernement de cohabitation qui va être coincé, qui ne pourra pas prendre des mesures macroéconomiques et macropolitiques qui pourraient sortir la France du marasme dans lequel nous sommes. Et donc, c'est pour moi un pari qui tente. Alors, le BlackRock, que vous avez évoqué tout à l'heure, nous avons consacré, n'est-ce pas, Pierre, plusieurs émissions avec Guy de Lafortelle à cette entreprise. Il faut dire à nos téléspectateurs que sa taille de bilan est la somme des PIB de l'Italie, de la France et de l'Allemagne. 10 000 milliards d'actifs sous gestion, et puis surtout des entrées dans tous les gouvernements de l'Union européenne, donc l'Italie, l'Allemagne, la France, etc. Donc il s'assure que la rente soit bien versée, et il impose des décisions politiques moi je l'appelle toujours un haut fonctionnaire, c'est un fonctionnaire de Bruxelles, Macron, et donc il est aux ordres de ses créanciers. Alors vous dites fonctionnaire,
Mais au moins Macron est élu, tandis que la Commission européenne, ils ne sont pas élus. Oui, mais dans les fonctions, il est aux ordres d'Ursula von der Leyen et aux ordres des créanciers et de tous les lobbies aussi multinationales anglo-saxonnes qui réunissent régulièrement avec Choose France à Versailles pour faire bonne figure, etc. Mais enfin bon, c'est une soumission auprès des multinationales étrangères. Donc c'est le triomphe de la plutocratie dans le pire sens du terme. Ils sont aux ordres du système en place, des marchés financiers. Et moi, je vais même plus loin. Je pense que Macron est un agent de l'EPAC. L'EPAC, c'est le comité des affaires publiques israélo-américaines, donc depuis des décennies. Et donc, il sert les intérêts, effectivement, des États-Unis, d'Israël indirectement, etc. Mais c'est America Israel Public Affairs Committee. C'est le lobby israélien sur le territoire des États-Unis. Dans la guerre économique que mènent les États-Unis contre tous ses partenaires. Qui n'est pas nouveau, ça fait 50 ans que ça dure. Hein. Mais alors, au fond, l'Europe est vassale de l'Amérique, finalement. Nous sommes des supplétifs des États-Unis, enfin de l'administration américaine. Hein. Moi, je mets à part, bien entendu, bien sûr, la population qui elle-même est victime du deep state, hein, de ceux qui tiennent les affaires, aussi bien dans les affaires militaires que dans les affaires financières, les banques. On en dira peut-être un mot tout à l'heure, parce que je voudrais vous parler de Liz Truss, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Britannique qui a été chassé Personne n'est au courant de ça, c'est passé complètement en dessous des radars. Oui. Mais il y a eu un véritable Pearl Harbor, hein, un bombardement des banques d'affaires donc de Wall Street, hein, donc Goldman Sachs, JP Morgan, Chase Manhattan, etc. etc. Et donc, ils ont dégagé politiquement, en l'espace de 6 semaines, Liz Truss, qui avait fait des promesses trop ambitieuses fiscalement pour la population. Et donc, ils l'ont dégagé, mais ça a été d'une extrême violence. C'est passé totalement inaperçu dans la classe politique française, même de l'Union européenne. On n'en parle pas. Non, voilà. En effet. Alors que c'est vraiment un symbole du contrôle de nos créanciers. Alors si Jordan Bardella, revenons à lui, hérité du poste de Premier ministre, dans le cadre donc d'une cohabitation, quelles seraient ses marges de manœuvre sur le plan national ? D'abord, déjà, avant qu'il arrive, le système, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission Européenne, aura organisé l'assèchement des liquidités de la Banque centrale, aura fait monter les taux via les créanciers. Et donc, on est en crise obligataire. C'est ce qui s'est passé à l'époque, en 2010-2011, avec Tsipras en Grèce. C'est ce qui s'est passé, je vous parlais de Liz Truss, ça c'est il y a 18 mois, Liz Truss. Hein. C'est un bombardement, c'est un Pearl Harbor financier sur la dette britannique, et qui en une demi-journée a perdu environ 30% de sa valeur. Et dans la journée, la livre sterling avait perdu 6%. Voilà, c'est pour prouver le poids des marchés financiers sur les États. Donc il faut organiser, avoir des contre-mesures. Donc je ne pense pas au RN, en tout cas je ne le vois pas, ni même d'ailleurs dans tous les autres partis, ils n'ont pas prévu des contre-mesures pour arriver au pouvoir et stabiliser la situation. Voilà. Donc ils vont être brinque-ballés dans l'ouragan. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un certain nombre de mesures de bon sens que le gouvernement du Rassemblement national pourrait mettre en place ? On parle, par exemple, je ne sais pas, de suppression de l'AME. Jordan Bardella parle de la suppression du droit du sol et une éventuelle privatisation du service public audiovisuel et télévisuel. Il y a 4,5 milliards à ramasser. Là, sauf que c'est dérisoire. L'unité de valeur, c'est 1000 milliards de montant de la dette. Regardez ce qu'a fait en l'espace de 7 ans, voire 10 ans déjà sous Hollande, Macron, c'est 1000 milliards. Ouais. Donc c'est pas 3, 4, ça représente 3%. Oui, mais justement, alors, les marchés s'inquiètent maintenant d'un risque potentiel, mais pourquoi ne se sont-ils pas inquiétés de la pratique de M. Bruno Le Maire et de M. Macron? Parce que ce sont des serviteurs zélés, absolument, qui racontent, c'est l'empire du mensonge, qui racontent que des fadaises, et qui continuent à suivre la politique des banquiers, des fonds d'investissement, on parlait de BlackRock, mais il y a aussi Vanguard, etc. Oui, Vanguard. Et donc, ils sont au service de nos créanciers. Voilà. Ouais. Et donc, s'il n'y a pas une reprise de pouvoir avec des mesures macroéconomiques, voire des mesures géopolitiques
comme nous proposons au Cercle national des économistes, il ne se passera rien parce que ce sont des mesurettes microéconomiques qui ne changeront strictement rien. Et à l'échelle européenne, que pourrait faire Jordan Bardella face à une présidente de la Commission qui serait Madame von der Leyen ou éventuellement Monsieur Draghi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? Rien. Protester, ce que j'ai fait moi pendant 5 ans. Oui. S'il y en a bien un qui a fait son travail parlementaire, c'est moi. Je suis intervenu toutes les semaines dans des bulletins économiques. On racontait ce qui se passait. Et chaque fois qu'il y avait des choses très graves pour les Français, j'essayais de lancer l'alerte, notamment l'Union bancaire européenne, qui est prête. Hein, la loi Sapin 2, qui est prête depuis 10 ans maintenant. C'est quoi les objectifs de ces Alors l'objectif, c'est ce qui s'est passé à Chypre Voilà. en 2013, c'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'on appelle en anglais un buy-in, c'est-à-dire ils ont spolié l'argent et les dépôts sur les comptes bancaires des particuliers et des entreprises. Oui, au-dessus de 100 000 euros quand même. Oui, à l'époque. Oui. Maintenant, c'est plus le cas. Alors. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ils ont préempté, ils ont spolié donc l'épargne et les dépôts, et pour renflouer le système bancaire qui était au bord de la faillite. Est-ce que c'était pas déjà ce qui s'était passé en 2008, cette préemption? On avait bien renfloué les banques en 2008. Non, à l'époque, en C'était 2008, les fonds on a fait des dettes mirobolantes. D'accord. Ils sont passés par la dette. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on était à 1700 milliards en 2008. Et on est Là, à aujourd'hui, 3200. après Sarkozy, après Hollande et après Macron, on a 3 Donc là, on ne peut plus 3100 milliards. s'endetter en plus, donc il prévoirait de s'attaquer aux dépôts, à l'épargne C'est des ça. Sauf de Français. faire des saccages sociaux, c'est ce qu'ils s'emploient à faire depuis des décennies, quels que soient les gouvernements. Hein. Déjà à l'époque de Chirac, Fillon, etc. La réforme des retraites, ça fait 25 ans que ça dure. Hein. Donc, mais malgré tout, ça ne suffit pas. Oui. Parce qu'on économise 8 milliards, 10 milliards, 12 milliards, 15 milliards par an. Mais comme la dette est exponentielle, Alors, quel est le volume de l'épargne des Français, par exemple? moi, je dirais, c'est difficile à dire, mais tout compris, je dirais environ entre 5 000 et 6 000 milliards. Voilà, c'est le chiffre que j'avais, mais Voilà. vous comptez l'assurance vie dedans Oui, aussi. absolument. Ouais. Et donc, donc la loi Sapin 2, donc c'est la même chose que l'Union bancaire européenne pour les dépôts dans les banques. Et donc, c'est spolier, c'est-à-dire capter l'argent sur l'épargne, sur les contrats d'assurance vie. Ça, c'est ce que j'appelle le totalitarisme financier, la répression financière, qui est en place depuis très longtemps. J'en ai fait tout un chapitre de mon livre, mais les gens n'en ont aucune conscience de ce qui va se passer. Et c'est une recommandation d'ailleurs du FMI, qui avait recommandé il y a déjà 8 ou 10 ans de prélever 10% en taxation, en je ne sais quoi, sur le montant de l'épargne des Français pour commencer à renflouer les banques, mais aussi la dette publique. Pardon Pierre, donc tous les trois ici présents, nous avons intérêt à ne plus avoir d'épargne et avoir notre compte à découvert. Oui. Au moins, on est à l'abri, là. Ben, c'est une solution de survie. de Vous survie. proposez des mesures qu'on développera en fin d'émission avec vous, en tout cas. Politique. Exactement, cette loi Sapin 2, donc c'est bien la transposition en droit français de l'Union bancaire européenne, qui est une directive de l'Union européenne. D'accord. Et le zélé Michel Sapin, je crois. Oui, Michel Sapin. Avait fait passer sa loi Sapin 2, socialiste bien sûr. De toute façon, les pires mesures ultralibérales ont à chaque fois été passées par les socialistes, notamment Delors, hein, qui est pour moi la pire arsouille que la France ait eue depuis la fin de la guerre. Et donc, tout est en place pour spolier les Français. Si Jordan Bardella n'obtenait pas de majorité absolue au soir du 7 juillet, qu'est-ce qu'il arrive ? La question est, est-ce que Macron obtiendra la majorité absolue ? Et s'il n'y a aucune majorité... on rentrera en crise politique et puis on va traîner comme à la Troisième République, la Quatrième République, jusqu'au moment où il y aura rupture de gouvernement. Parce qu'on ne peut pas redissoudre l'Assemblée d'ici un an. Non, absolument. Donc est-ce qu'on aura, par exemple, comme ce qu'on a vu en Belgique, un gouvernement technique qui s'occupera des affaires courantes. Ça marchera mieux que d'avoir les macronistes au pouvoir. On a vu que ça s'était pas trop mal passé d'ailleurs en Belgique. Moins ils interviennent, mieux le pays se porte, hein, de manière générale. Parce qu'ils sont extrêmement malfaisants dans toutes
les mesures politiques qu'ils prennent. Et c'est toujours le saccage social sur la sécurité sociale, sur la santé publique avec les hôpitaux, sur l'assurance chômage, sur l'assurance retraite, sur la politique familiale. C'est un saccage social qui est réclamé tous les ans par la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, qui envoie sa feuille de route au chef de gouvernement du moment, et puis au président. C'est ce que ça s'appelle les GOP, c'est-à-dire les grandes orientations de politique économique, et ils sont tenus de la mettre en place. C'est comme ça qu'ils essayent de faire passer la réforme sur l'assurance chômage, et puis ils l'ont fait l'année dernière avec l'assurance retraite. Alors, quand même, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas de gouvernement, après ce que vous nous avez dit, ce sont les banques qui vont nous gouverner. Ou qui nous gouverne déjà. C'est déjà le cas. Bon. Non, mais si vous voulez, on va rentrer dans un chaos général, politique, économique, social. Les marchés financiers vont commencer à faire monter les taux, sachant que, pour moi, à partir de 4% de l'OAT, de l'emprunt obligataire du Trésor à 10 ans, pour moi, c'est la rupture. Et on rentre en situation de faillite, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a le service de la dette qui ne cesse d'augmenter avec la hausse des taux. Depuis, on vient de zéro, voire on avait des taux d'intérêt négatifs il y a encore 4 ans. Et donc, chaque 1% de taux, c'est environ 30 milliards supplémentaires de déficit et de services de la dette supplémentaires. Alors, ça n'apparaît pas tout de suite, ça apparaît 2-3 ans après, mais on file direct vers les 75 milliards de charges de la dette annuelle, alors qu'on était en 2022, on était à 38 milliards à peu près, en 2023 à 50 milliards. Donc on voit qu'il y a un mouvement exponentiel. Et ce serait le principal poste de dépense de l'État. Il passerait devant le budget de l'éducation nationale. Qui est autour de 60 milliards. C'est la servitude, c'est la rente à verser à nos créanciers et à nos banquiers, aux fonds d'investissement américains. Et on ne peut pas faire comme le directoire, on ne peut pas faire une banqueroute. Ah bah non, on est là justement pour éviter la banqueroute. Alors, la banqueroute des deux tiers. Oui, vous avez raison d'évoquer ça, parce que la dernière fois que la France a fait banqueroute, c'était en 1797. Le directoire a voté, donc l'Assemblée nationale de l'époque a voté la banqueroute des deux tiers. Donc annulation des dettes, donc c'est des solutions communistes, voire soviétiques, comme ça a été en 1917 à la Révolution russe. Et donc la dernière fois que c'est arrivé, donc c'était en 1797, je pense qu'on s'achemine vers cette... La France est déjà ruinée. Nous avons environ 6500 milliards de passifs au bilan de la dette de l'État, et nous avons environ 4400 milliards d'actifs. Donc on a déjà une perte d'environ 2100 milliards. Donc de passifs supplémentaires. Donc on est déjà ruiné. L'étape suivante, c'est la faillite, c'est-à-dire que l'État sera en défaut de paiement. Pour les entreprises, c'est une cessation de paiement. Pour un État, c'est un défaut de paiement. Donc c'est un risque de crédit qui se réalise avec l'envolée des taux. Et puis là, on est étranglé. Et donc, est-ce que c'est justement cette situation... C'est le syndrome Tsipras, c'est le syndrome Listrus en septembre 2022 qui va se passer. Pierre, est-ce que c'est cette situation qui pourrait mener les dirigeants européens à nous imposer ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir un système, une Europe fédérale à l'image du système des États-Unis? Ça fait partie de l'agenda. Donc l'organisation du chaos est préprogrammée. Alors je ne sais pas si c'est McKinsey, si c'est BlackRock. En tout cas, c'est lui qui agit politiquement. Et donc je pense qu'on va tout droit vers une banqueroute. Mais il n'y a pas que la France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans un ensemble occidental où il y a 7 autres pays, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc., le Japon. Et donc c'est tout l'Occident qui est en train de s'écrouler. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça s'écroule par la monnaie. Voilà. Donc et personne n'a ça en tête. Donc parce que la différence des taux d'intérêt, le spread, le fameux spread. Ça, c'est budgétaire, mais moi, je vous parle de la monnaie. Donc, en fait, ce qui se passe depuis une décennie, depuis 2008 environ, c'est que la valeur donc, de l'euro par rapport à l'once d'or a baissé d'environ 87-88%. Et le dollar, identique, c'est plutôt 93-94% de dépréciation de la valeur des devises, donc dollar, livre sterling, euro, etc., par rapport au prix de l'or.
Donc c'est pas l'or qui s'envole, C'est les monnaies qui voilà. descendent. Et l'envolée des prix, c'est pas les prix qui augmentent, c'est pas de l'inflation, c'est la valeur de l'euro qui se déprécie. Donc il faut plus de Plus quantité d'euros pour acheter. le même bien, le même service. Mais Bernard Monod, qu'est-ce qui vous laisse penser dans les décisions des dirigeants européens qu'ils veulent en effet aller vers ce fédéralisme total ? Eh bien, c'est les votes qui ont déjà eu lieu. J'avais annoncé déjà au mois de novembre qu'il y avait un coup d'État fédéral qui était mis en place lors d'une résolution qui a été votée au Parlement européen au mois de novembre 2023. Et dans la foulée, à l'Assemblée nationale en France, cette transposition en droit français a été votée aussi à la majorité. Et donc, tout le processus est en place. Et donc, je vais vous dire comment ça va se passer. Le Conseil européen, donc les 27 chefs d'État et de gouvernement, vont se réunir en convention. Et c'est autorisé par les textes, justement, qu'ils ont votés. À la fin de l'année 2024, réunion ? Dans l'année qui vient, Ouais. dans les 12 mois qui viennent. Maintenant, c'est très difficile de connaître l'agenda. Ça va dépendre aussi des événements de marché, etc. Oui. Mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est l'agenda caché dont ils n'ont jamais parlé. Et moi, ce que je reproche aux candidats aux européennes, c'est qu'ils n'ont pas soulevé ce problème-là, alors que c'était l'un des deux enjeux majeurs de politique lors des européennes. Et le deuxième étant la paix, puisque moi, ce que je crains par-dessus tout aujourd'hui, c'est que, compte tenu du surendettement de tous les États de l'Occident par rapport aux pays des BRICS, donc on a deux blocs qui s'affrontent, on en dira peut-être un mot, je ne sais pas, eh bien, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une banqueroute, ce que j'appelle moi banqueroute, ça englobe tout, crise monétaire, crise bancaire, crise budgétaire, sociale, économique, donc l'ensemble, qui va frapper l'ensemble des pays d'Occident qui sont surendettés. Voilà. Donc après 50 ans d'exagération et de radicalité. Mais les fameux BRICS, dont nous allons parler, je crois que c'est important, ne s'y trompent pas, qui ont très bien compris ce qui est en train de se passer en Europe. Bon, on a déjà un processus de dédollarisation qui est en route chez les BRICS. Depuis 2009-2010, Voilà. absolument. Ils achètent de l'or massivement. Bon, la Russie, la Chine. Il L'Inde. semblerait que l'Inde, oui, bien sûr. Il semblerait que même la Chine ait un stock d'or supérieur au stock américain. Officieusement, oui. Qui est de Maintenant, on 8 le 000 saura milliards, quand ils le sortiront. Oui, bien sûr. Non, vous avez raison. C'est l'or de l'Occident est en train de passer du côté à l'est. Dans les pays des BRICS. Donc il faut peut-être rappeler à vos téléspectateurs, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus 5 pays depuis le 1er janvier 2024. Iran, Égypte, Éthiopie, Émirats Arabes Unis. Voilà, parfait. Et donc, au passage, il faut retenir que ce sont des gros producteurs de pétrole. Et je fais remarquer que l'Arabie Saoudite vient de mettre fin officiellement à l'accord de Quincy qui avait été signé en 1945. Ça s'est fait la semaine dernière. Absolument. Mais ça a été abrogé par le roi d'Arabie Saoudite. Et maintenant, il travaille dans les devises BRICS le plus, on va dire. Ça permettait cet accord aux Américains d'avoir un pétrole à moindre coût auprès des Saoudiens. D'imposer le dollar comme monnaie de référence, de réserve forcément, mais de référence dans les échanges pétroliers. C'est bien pour ça que les États-Unis ont fait la guerre à Saddam Hussein, également en Libye. À Kadhafi, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient remis en cause, c'est un casus belli, c'est une déclaration de guerre pour les Américains de toucher le dollar, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus être payés en dollars pour la fourniture du pétrole. Et on a même dit que Christophe de Margerie a fait 3 jours avant... Ancien PDG de Total. 3 mois avant. 3 mois avant. Avait dit qu'on pouvait ne pas payer forcément le pétrole en dollars. On peut libeller le pétrole en dollars, mais on peut payer dans une autre devise. Voilà. Il a signé son... Et il est mort par hasard en Russie sur une piste de décollage. C'est étonnant. C'est étrange. Ouais, bien sûr. Très étrange. Donc c'est clairement une opération CIA pour l'éliminer. Quel est le pourcentage actuel de Margerie, c'était quand même le président d'Elf. Oui, bien sûr. C'est pas n'importe qui. Ouais. Mais quel pourcentage de l'utilisation du dollar encore comme devise dans le monde ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, les réserves diminuent au bénéfice un petit peu de l'euro, mais surtout maintenant des autres devises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les BRICS, ça y est, ils ont lancé le mouvement de dédollarisation, ce qui nous vaut d'ailleurs la guerre en Ukraine, ce qui nous vaut la guerre au Proche-Orient, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent de reprendre la main, de garder leur hégémonie américaine par tous les moyens, et en fait d'essayer de
de déstabiliser notamment la Russie. Et donc, la dédollarisation, c'est l'agonie de l'euro à terme, et c'est déjà la mort du pétrodollar, comme je vous l'ai dit, avec la décision prise par l'Arabie saoudite. Alors cette agonie de l'euro, on en parle beaucoup du dollar. Oui, pardon, mais de toute façon également... L'euro, forcément. L'euro qui prendra la suite, puisque on n'en parle plus beaucoup, mais il y a toujours l'euro numérique en préparation actuellement à la Banque centrale européenne. Alors, est-ce qu'il y a un agenda sur l'utilisation, la sortie de cet euro numérique? C'est très intéressant. Nous travaillons dessus depuis la rentrée 2023 au Cercle national des économistes. Nous sommes en train de mettre au point une fiche stratégique sur l'avantage et inconvénients de l'euro numérique. Objectif, il n'est pas question d'avoir de l'idéologie, on analyse les choses telles qu'elles sont. Il apparaît en fait que lors de l'effondrement définitif donc des monnaies dans le système monétaire international, donc le dollar, l'euro, etc., et le système bancaire derrière, eh bien, ils vont instaurer l'euro numérique. Alors, un sujet très amusant, c'est que j'ai vu ça vendredi. Première pub de la Banque de France sur l'euro numérique, les bienfaits de l'euro numérique, etc. Vous aurez un wallet, ce qu'ils appellent le portefeuille. Oui, mais dans le portefeuille, il n'y aura pas que la monnaie. Il n'y aura pas que la monnaie, il y aura le pass sanitaire, pass des frontières, etc. Donc, ils sont en train de mettre en place tout un système de surveillance, et quel meilleur moyen que d'utiliser la monnaie. Donc, l'argent liquide disparaîtra à terme, et puis ils le rendront en cours légal, probablement. Ils le passeront en cours légal pour l'imposer à tout le monde. Mais ça, c'est quand le système bancaire sera capote. On n'y est plus très loin. De toute façon, tout le système bancaire est insolvable. Vous avez même Macron, là, qui, il y a un mois, parlé de faire une absorption de la Société Générale, enfin, d'une banque française auprès d'une banque européenne. Donc, il est prêt à faire la grande braderie. Il continue à faire la grande braderie. Santander qui avait fait faillite, d'ailleurs. Mais... on parle de la Société Générale. La Société Générale est la banque la plus fragile du système bancaire français. Elles le sont toutes. En termes de solvabilité, elles le sont toutes. Elles sont tenues par la Banque centrale européenne qui alimente en liquidité et qui rachète les dettes que la France elle-même fait. Le fameux QI. Oui, ça date depuis 2015. C'était déjà Mario Draghi. Et avec un effet de levier beaucoup trop fort chez ces banques qui sont à 40% ou 50% d'endettement par rapport à leurs fonds propres. Absolument. Non, mais ce qu'il faut regarder, c'est les hors bilans, c'est pas les bilans. Parce qu'ils ont planqué, depuis 2008, ils ont planqué les pertes hors bilan, sans compter tout ce qui est... les fameux CDS. Oui, c'est ça, plus les opérations effectivement hors bilan, mais donc sur ce qu'on appelle le shadow banking, donc, les placements non régulés par les autorités publiques, et donc c'est la majorité. Donc, tout le système est un immense château de cartes en Occident qui est sur le point de s'écrouler. Alors vous rentrez, Bernard Monod, il y a quelques jours, d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, le SPIEF. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se dit dans ces forums en Russie ? Et voilà, parce qu'au CNE, on essaye de faire de la veille stratégique et justement d'aller aux sources des informations, donc, et même de faire de la diplomatie économique. Donc effectivement, j'ai participé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui a lieu tous les 2 ans, je crois. J'avais déjà été en 2019, parce qu'il faut voir ce qui se passe hors de notre cocon occidental, où on nous bourre le crâne voilà. Et donc, c'était en Russie. Je rappelle que la Russie est présidente de l'organisation des BRICS pour l'année 2024 et qu'il va y avoir un sommet des BRICS à Kazan, comme il y avait eu au mois d'octobre, comme il y avait eu à Johannesburg l'été dernier. Et donc, il y avait environ 21 000, un peu plus de 21 000 personnes. Il y avait 140 pays. Il y avait, je pense, 2000 entreprises, grandes, moyennes, petites, de tous les pays, justement. Et donc, ça fourbit de
d'idées, d'investissements, de volonté. Et ils sont en train de créer une dynamique des BRICS qui est en train de nous supplanter. C'est pour ça que les Américains ne supportent pas de perdre leur hégémonie économique à cause du dollar, entre autres. Et c'est le poids économique des BRICS+, c'est-à-dire des 10 pays aujourd'hui, est déjà supérieur au poids économique mondial, donc des pays du G7. Mais qu'est-ce qu'ils organisent concrètement? Comment est-ce qu'ils organisent cette dynamique? Alors déjà, les rencontres. Créer des partenariats dans le respect de chaque nation. Il n'y a pas de suprématie d'une grande nation sur toutes les autres, etc. C'est quand même un ensemble très hétérogène. Pour l'instant, mais moi je suis assez effaré de la vitesse à laquelle ils s'organisent. Là par exemple, ils vont bientôt sortir, alors vous savez qu'il y a les sanctions occidentales contre la Russie. Qui les touche pas du tout, au contraire. Le PIB de la Russie était à 3,6%, il est passé à 5,4% au premier trimestre 2024. La croissance économique de la Russie. Ils ont 2,6% de chômage effectif. Et donc, ils n'ont pas de problème. Hein. C'est nous qui avons les problèmes. Réduit, une ils ne sont pas surendettés comme les pays de l'Occident. Donc, en fait, et en plus de ça, ils font des alliances et des coopérations qui sont positives pour l'intérêt général des BRICS. Et avec notamment les matières premières, les ressources, etc. Donc je vous disais, ils sont en passe de sortir bientôt pour faire une solution alternative au système SWIFT, vous savez, de paiement international le SWIFT, dans l'Occident. Des Américains. Absolument. Voilà. Donc comme ils ont été coupés de SWIFT, ils se sont organisés, ils avaient déjà anticipé, et ça va s'appeler BRICS Bridge, c'est-à-dire le paiement, le système de paiement intra-BRICS, sachant qu'il faut préciser qu'il y a une trentaine de pays qui sont déjà candidats pour entrer dans l'organisation des BRICS et qui comprennent la grande bascule. En fait, on assiste à un processus de tectonique avec le transfert du pouvoir de l'Occident vers les BRICS au sens eurasiatique, etc. Le seul qui en ait vraiment parlé, c'est Emmanuel Todd dans son bouquin. Oui, que j'ai croisé cette semaine. Système de paiement alternatif, donc, mais aussi monnaie adossée sur les matières premières et sur l'or. Ça, c'est le projet des BRICS. C'est une rumeur pour l'instant. Je pense qu'il commence à préparer. C'est pas encore prêt. Peut-être que d'ailleurs, je dirais que la déclaration de guerre macroéconomique, ce serait effectivement que les BRICS annoncent la sortie de leur monnaie commune intra-BRICS, adossée sur les matières premières, ressources et métaux précieux, or, argent. Et là, ce qui ferait un séisme, là pour le coup ce serait un vrai séisme, c'est-à-dire c'est mettre fin à le système du dollar en place depuis 1945. C'est le système de Bretton Woods. Absolument. Amélioré, si je puis dire, aggravé en 1971 par Nixon en suspendant la convertibilité hors du dollar. Le choc Nixon. Voilà. Mais il n'y a pas de monnaie dominante, le renminbi, le yuan ne peut pas monter par en le poids puissance. économique, oui, parce que la Chine, notamment, vous voyez, il y a eu un contrat qui a été fait il y a 18 mois de fourniture de pétrole à la Chine pour 37 ans, je crois, qui a été signé en décembre 2022 et exclusivement payable en yuan. Ah oui. Avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, pardon. Et s'il y a des excédents, à ce moment-là, ils acceptent de le changer en or. Physique. Hein. Oui. Donc, ils ont tout compris, quoi. Voilà. Donc, nous, en Europe, on va être pendus au bout d'une corde. Vous avez vu que, par exemple, en Argentine, le gouvernement a autorisé les particuliers à stocker des yuan sur leur compte et à faire des règlements en yuan. Et oui, parce qu'ils essayent de stabiliser. Il y a quand même un gros déséquilibre en Argentine, notamment l'inflation galopante. Et autre exemple, le Zimbabwe. Alors, quand j'ai écouté la réunion plénière au SPIF il y a 10 jours maintenant, il y avait donc le président Poutine, il y avait le président de Bolivie et il y avait le président de Zimbabwe. Et on a appris qu'en fait, le Zimbabwe, pour stabiliser l'inflation, avait sorti une monnaie en or, justement, du Zimbabwe. Alors, vous insistez dans vos travaux récents, Bernard Monod, sur l'importance des stocks d'or que la France a au sein de la Banque de France. Il s'agirait de 2436 tonnes d'or. Officiellement. D'ailleurs, pourquoi il y a une raison de remettre en doute ce tonnage, cette réserve ? J'espère que non.
ayons confiance en monsieur Sarkozy en Villeroy de avait Galhau. vendu presque 600. En 2004, c'est Ouais. une haute trahison de mon point de vue politique, c'est-à-dire que Sarkozy l'américain, en rentrant 600 d'une tonnes réunion et d'un rendez-vous avec Greenspan, le président de la Fed à l'époque, en 2004, il avait dans la foulée signé les ventes d'or et on a largué environ 620 tonnes pour faire baisser le coût parce que... Pourquoi est-ce si important à vos yeux ces stocks d'or français? Pourquoi? Parce que comme ça l'a été en 1945, moi je me base beaucoup sur l'histoire en fait. L'histoire, tout est Très dedans, important. manuel d'histoire. En fait, ce qui s'est passé en 1945, c'est que De Gaulle a fait rapatrier les stocks d'or qui avaient été évacués en fin 39, début 40, par le ministre de l'économie de l'époque qui s'appelait Lamoureux. Oui. Un joli nom. Et donc, ils avaient évacué donc, le stock d'or de la Banque de France, qui était à l'époque une banque privée. En fait, en 1945, De Gaulle a fait revenir ce stock d'or en France. C'est ce qui a servi de socle à l'expansion économique des 30 Glorieuses, en fait. Et la Banque de Et France de stabilité du franc à l'époque. Parce que sinon, les États-Unis en 1944 avaient débarqué avec leur projet d'Amgot, dans le cadre de une monnaie imposée. Et en fait, on vous tient par la monnaie, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est là que la Banque de France a été nationalisée en 1945. Et en 1945, la Banque c'est à l'époque du CNR. Du CNR. Conseil national de la résistance. Absolument. Le programme du Conseil national. Et en fait, les décisions avaient été bonnes à l'époque, mais c'était des décisions macroéconomiques, comme vous le voyez. Hein. Oui. Donc là, aujourd'hui, voilà, l'or physique au sein de la Banque de France, qui en est juste dépositaire, ça appartient à l'État et donc aux Français. Eh bien, c'est l'extincteur de la dette. C'est-à-dire que si demain l'or se multiplie par 2, par 3, par 4, ça va éteindre le montant de la dette par des mesures macroéconomiques et politiques, car c'est extrêmement politique. Mais dans les partis politiques que je vois en France aujourd'hui, personne n'évoque jamais ça. Ils voient ça de très loin parce qu'ils n'ont pas la culture et l'expérience. Et c'est bien dommageable parce que ça explique la situation dans laquelle nous sommes. Bien sûr. Peut-être terminer notre entretien, cher Olivier, avec les propositions. Voilà. Votre cercle des économistes, Bernard Monod, a élaboré une douzaine de mesures, dites-vous, contre le chaos financier organisé par l'Élysée pour imposer les solutions répressives de l'Union européenne. Alors ça consiste en quoi? Quels en sont les grands axes? C'est ce que je vous disais avec Macron aux ordres de Larry Fink, BlackRock, etc. Et puis, voilà. Alors, nous avons pondu ça parce que dans la classe politique, je ne vois nulle part, à moins que ce soit secret, je ne vois nulle part de plan anti-banqueroute, des contre-mesures contre justement les attaques des marchés financiers, comme ça a été le cas chez les Britanniques en septembre 2022, qui ont dégagé l'Istrus. C'est probablement ce qui arrivera à un gouvernement de cohabitation. Et donc, il y a 12 mesures. Il y en a 3 dont je peux vous parler qui sont officielles, publiques. Tout le reste, on le garde en retrait pour nous. En tout cas, c'est à disposition des partis politiques ou des gens qui arriveraient au pouvoir. Mais ce sont des solutions, des contre-mesures macroéconomiques et géopolitiques. Donc, les trois premières macroéconomiques, c'est rester dans l'euro pour ne pas affoler les marchés. La deuxième, c'est garantir 60% des dépôts et de l'épargne dans les banques et dans les compagnies d'assurance vie. Garantie donc par l'État. Et là, on s'appuiera justement sur les solutions que j'évoque avec vous sur l'or. Et pour éviter justement l'Union bancaire européenne qui va spolier la totalité des Français le jour où ça va être déclenché. Car ils vous vendent en permanence les 100 000 euros, mais c'est totalement faux. Moi, j'ai fait le calcul des fonds qui ont été constitués pour payer le montant donc des clients qui seraient dans les banques et dans les compagnies d'assurance vie. C'est l'équivalent de moins 500 euros par personne. Ah oui, voilà. D'accord. Donc, c'est complètement illusoire et voire mensonger. Bon. Quand vous dites, Bernard Monod, rester dans l'euro pour ne pas affoler les marchés, qu'est-ce qui se passerait si justement ces marchés se mettaient à partir dans tous les sens? Envoler des taux. Des taux nominaux, parlons de l'OAT 10 ans, donc l'emprunt à 10 ans, qui aujourd'hui il est à 3,16. À partir du moment où il passera les 4% à 10 ans, on peut dire que les finances publiques françaises sont mortes.
Voilà. Donc on deviendra des sujets de la Commission européenne qui a déjà annoncé plus ou moins une procédure de déficit excessif. Et puis surtout le FMI qui est venu justement, la triade, donc le FMI, la BCE et la Commission européenne, et qui a fait une véritable austérité, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant 10 ans, il y a eu une chute de 40% de récession du PIB. Et avec un saccage de tout le système de protection sociale, les retraites ont été divisées par 2, etc. Et voilà ce qui nous pend au nez. Et l'exode de beaucoup de Grecs qui sont partis. Ceux qui ont été avisés et puis qui avaient les moyens de le faire. Mais... Et alors, ça peut commencer en France par une panique boursière aussi. Un bank run. Ouais. Tout le monde se rue à la banque. C'est ça, c'est justement pour éviter ça que nous proposons cette contre-mesure macroéconomique pour calmer justement et pouvoir reprendre le pouvoir sur le système bancaire français, car c'est parti à Francfort, à la BCE, ce qu'on appelle la supervision, la résolution et le paiement des, le paiement des dépôts, qui est une arnaque. Eh bien, c'est justement pour éviter ça qu'on propose la contre-mesure de garantie de 60% des dépôts et de l'épargne des Français. Et du coup, si on restait si on sortait de l'euro, en tout cas, si on remettait en cause éventuellement l'euro, on a vraiment l'impression d'être complètement otage des marchés financiers. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que, au final, le politique ne peut pas reprendre le pouvoir sur l'économique et imposer, je ne sais pas, des nationalisations de banques? Certains l'évoquent. Le seul moyen, c'est la banqueroute. Le plan anti-banqueroute, pardon, et mettre en place des contre-mesures pour calmer nos créanciers, éviter la flambée des taux sur les marchés, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure avec l'Istrus au Royaume-Uni, c'est-à-dire un Pearl Harbor financier des banques de Wall Street qui ont mis à genoux l'Istrus. Les contrôles des capitaux, les nationalisations de banques, c'est des mesures que vous excluez totalement. Voilà, le contrôle des capitaux, on l'exerçait encore jusqu'à il y a 30 ans. Quoi. On ne veut pas être interventionniste. Ouais. Mais on ne peut pas s'interdire non plus s'il y a le chaos et la banqueroute générale. C'est peut-être la population qui nous le réclamera. En 81, les nationalisations des banques avaient été possibles. Mais imaginons aujourd'hui... On n'avait pas un seuil de dette comme aujourd'hui. Et imaginons aussi que l'on veuille nationaliser par BlackRock. Non, ça c'est impensable. C'est une société américaine. Oui, et croyez-moi qu'ils prendront leur argent à leur cou. C'est pour vous dire la dimension... Aujourd'hui, est très supérieur à ce qui s'est passé dans les années 80. Ah, bien sûr, non, mais moi, ça fait des années que je parle de banqueroute. J'en ai même fait le titre de mon livre, Le patriotisme ou la banqueroute. Ça va se terminer comme ça, de toute façon. S'il n'y a pas de plan anti-banqueroute qui pourrait être mis en œuvre en cas d'arrivée d'un gouvernement au pouvoir, on va subir ça, et là, on sera tous ruinés. Alors, j'avais fait un article un petit peu... Alors, je vais terminer quand même sur la troisième, c'est aussi éviter l'inflation. Là, on est à la veille d'une nouvelle vague d'inflation qui va venir des États-Unis. Or, toutes nos importations sont payées en dollars, majoritairement. Donc, si on paye nos importations, que ce soit sur les marchés publics ou privés en France, eh bien, on importe de l'inflation du dollar. Bon. Donc, ça, il faut couper cette hémorragie-là, donc d'inflation. Et le seul moyen, c'est... effectivement, interdire les paiements. On paye en euros, on paye l'importation de notre pétrole dans le pays fournisseur, par exemple l'Arabie Saoudite, avec leur devise, ou en euros, mais on arrête le paiement en dollars, puisqu'on importe de l'inflation. Le pétrole russe, on le payait en euros. Oui, et puis en plus de ça, il était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Absolument. J'avais fait un article qui pourrait servir de conclusion, qui s'appelait « Quand la banque avance, le bien commun recule ». Nous y sommes. On y est. Donc on est à la veille. Moi, si on fait un parallèle avec l'histoire, nous sommes en début de la crise des assignats, juste après la Révolution, c'est-à-dire 1292 à 1295 ou 16. La dernière fois que la France a fait banqueroute, c'était la proclamation du Directoire, donc l'Assemblée nationale, qui a déclaré la déclaration des 2 tiers. La banqueroute des 2 tiers. Et c'est la dernière fois que la France a fait banqueroute. Je pense que nous sommes à peu près dans la même situation, sachant qu'après, politiquement, je vous rappelle que c'est Bonaparte qui est arrivé 2 ans après, et puis qui a pris le pouvoir. Mais pourquoi personne n'en parle de ce risque de banqueroute, Bernard Monod, que vous voyez poindre? Personne n'en entend parler, personne n'en parle. Vous seriez seul contre tous.
Non, ils sont à côté de la plaque. Et ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas l'expérience. Quand vous regardez le personnel politique, ils ont tous moins de 30 ans. Bon, ils sont quand même un peu en culotte courte. Hein. Bon, ils ont beau faire, avoir le verbe haut, faire du marketing politique, etc. Mais quand on est face après au marché financier, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut être habile et il faut proposer justement des contre-mesures pour éviter cet ouragan financier. Mais qui ne menace pas que la France, qui menace tous les pays de l'Occident. Ouais. Et alors, les Américains ont le privilège exorbitant du dollar, donc ils s'en tirent à peu près pour l'instant, mais tous les pays de l'Union européenne sont menacés et peut-être que la France peut déclencher la fin de la zone euro. Mais vous dites que ce sont donc les marchés financiers qui ont le pouvoir, mais vous ne proposez pas de sortir de cette dépendance. Dans un premier temps, non, parce que moi j'estime que c'est l'euro qui disparaîtra tout seul. Comme l'Union européenne ne survivra pas à un choc systémique, un choc tectonique même. Donc là, il faudra organiser bien un Frexit si vous pensez que l'Union européenne ne survivra pas. Non, moi je suis anti-Frexit, je suis Bruxit, c'est-à-dire je suis pour la raison, c'est-à-dire que vous l'avez, les solutions de la troisième partie de mon livre, le Bruxit, c'est-à-dire l'Alliance européenne des nations, que j'ai intitulée maintenant l'Alliance eurasienne des nations, parce que je pense que la France, donc c'est une des mesures géopolitiques que nous proposons au CNE, doit être neutre diplomatiquement entre justement le bloc occidental et le bloc des BRICS. On doit être une charnière, on doit être un pays qui peut arbitrer, qui peut être médiateur entre les deux forces qui s'opposent, et ça permettrait de calmer aussi le jeu. Je propose pour cette action de changer tout de suite le ministre des Affaires étrangères. C'est évident. Monsieur Séjourné, qui ne sait même pas parler français. Ce sont tous des dirigeants en culotte courte. Oui, encore, s'il y avait que la culotte qui était courte, mais il y a aussi les idées. Non, mais on est en train de crever du jeunisme en Bernard réalité. Monod, le Bruxit, vous dites, c'est sortir la Commission européenne de l'Europe. Mais on les prend par la peau du dos et quoi? Non, pas du tout. On passe par. C'est pour ça que ça sert à rien d'avoir une majorité au Parlement européen. Il faut un président de la République qui soit un homme d'État fort et qui soit expérimenté pour justement affronter les marchés financiers et qui proposera une renégociation lors d'un sommet auprès de l'Union européenne, de la BCE, pour renégocier les conditions d'appartenance de la France à l'Union européenne. Mais ça se fait à l'unanimité, cette renégociation. Après la banqueroute. Après la banqueroute. C'est le passage obligé, c'est un événement majeur qui, pour moi, quelque part, est une certaine providence, parce que c'est paradoxalement la banqueroute qui va nous libérer de nos menottes et de nos... Alors je le verrais bien comme un titre d'un prochain livre. Après la banqueroute. Et on fait les scénarios. J'avais déjà travaillé dessus. Oui, déjà, ils sont esquissés. Voilà. Vous avez évoqué le franc germinal, 1803, mais il y avait Bonaparte. Bon, on peut penser ce qu'on veut de Bonaparte. Un grand homme. Mais voilà, je cherche vainement. Un grand homme d'État. Aujourd'hui, un Bonaparte. J'en aperçois un, mais encore faut-il qu'il veuille y aller. Sinon, dans la classe politique aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous voulez nous donner un nom? Non, je préfère pas. Non, vous préférez pas. Je garde le... D'accord. Merci à vous, Bernard Monod. C'est la fin de cet entretien. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Bernard Monod, l'Eurovision pour les peuples, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous deux, cher Olivier, Bernard Monod. Peut-être le site du Cercle national des économistes. Oui. Je peux vous le faire passer. Vous l'avez de toute façon Cercle sur ma national carte. des économistes. Je crois que je vous l'avais donné. Parce que nos... Alors, on a plutôt une chaîne Telegram qu'un site internet. D'accord. Une chaîne Telegram. Voilà, donc CNE sur chaîne Telegram. Et sur Twitter. Et on peut nous écrire aussi sur... oui, il y a un risque sur un site. Parce qu'il y a le cercle national, il y a le cercle des économistes aussi. Attention. Cercle national, nous sommes des économistes patriotes. Oui, et je ne suis pas sûr que vous soyez tout à fait d'accord avec le cercle des économistes. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec M. Lorenzi, on n'est pas du même bord. Merci à vous deux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Au revoir.